Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier. Et on est toujours en direct dans Europe Soir à 19h23. On ouvre à présent, comme chaque soir, le grand débat du Club des idées. C'est l'un des grands sujets de cette rentrée. Faut-il avoir peur de la 5G ? Présenté comme le socle de la 4e révolution industrielle, le déploiement des antennes doit débuter cette année. C'est un enjeu colossal pour notre avenir, nous dit-on. Mais de plus en plus, des voix s'élèvent et réclament des moratoires. Alors que faut-il en penser ? Ce soir, on va démêler pour vous le vrai du faux. Impact sur la santé, sur l'environnement, menace aussi sur notre souveraineté numérique et puis notre modèle de société tout simplement. Les innovations technologiques sont-elles forcément un progrès social ? On en parle ce soir avec Nicolas Guérin, président de la Fédération française des télécoms. Bonsoir. On en parle avec Nicolas Bérard, journaliste et auteur de 5G mon amour, enquête sur la face cachée des réseaux mobiles. C'est aux éditions Le Passager clandestin. Bonsoir. Bonsoir. On en parle également avec Stéphane Dubreuil, spécialiste des télécoms et de l'énergie. Bonsoir Stéphane Dubreuil. Et avec Delphine Jamet qui est avec nous par téléphone, adjointe au maire de Bordeaux, le maire de Bordeaux Pierre Urmic. Vous êtes en charge, madame, du numérique. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, pourquoi la 5G est-elle la technologie d'avenir qu'on nous annonce ? Nicolas Guérin. Alors, la 5G, c'est d'abord une technologie qui va permettre effectivement d'aller 50 fois plus vite que les technologies précédentes. Et c'est aussi une technologie qui fait entrer le mobile dans le monde de la quasi-instantanéité. C'est-à-dire que les téléphones et les réseaux communiquent de manière quasi instantanée. Mais ce serait ce serait extrêmement réducteur de réduire la 5G à ces deux avancées. Je crois que la 5G, c'est d'abord une réponse à des attentes des consommateurs, de plus en plus de débit, de plus en plus d'usage. Oui. C'est aussi une réponse à une question qui est l'aménagement du territoire. Ça va permettre effectivement d'apporter plus de débit dans certains territoires dans lesquels les réseaux fixes ne peuvent pas aller. Et c'est aussi surtout une réponse à une attente très forte de l'industrie. On parle d'industrie 4.0. Oui. C'est un enjeu de compétitivité qui doit permettre à notre société, à notre pays de se doter des technologies de demain capables de concurrencer tout ce qui se développe en Asie ou en Amérique. Alors justement, Stéphane Dubreuil, votre avis également, vous êtes spécialiste des télécoms et de l'énergie. Est-ce que c'est vraiment une révolution à ne pas rater ? Parce que monsieur évoque la rapidité demain pour tout à chacun, pour le quotidien des utilisateurs et des clients, mais ça permettra aussi, j'ai lu ça, de faire des opérations de téléchirurgie à distance, de développer des nouvelles applications industrielles avec peut-être demain des usines qui fonctionneront toutes seules, d'avoir des voitures autonomes qui roulent également toutes seules. Voilà, c'est pas comme l'avait dit Eric Piolle, juste pour regarder des filmix en HD dans l'ascenseur, on est d'accord ? Oui, alors je ne reprendrai pas cette phrase-là, mais il est vrai que la 5G, pour juste faire du Netflix, n'a aucun intérêt et aucun sens. Le vrai sujet, comme ça a été dit précédemment, c'est qu'on entre dans un nouvel univers et c'est une rupture. C'est une rupture, pourquoi ? Parce qu'en fait, la dorsale technologique de l'économie de demain, ça sera la 5G. Et ça ne fait aucun doute. C'est pour cette raison que vous avez un conflit sino-américain actuellement, c'est qu'il y a des enjeux, c'est que l'économie va basculer massivement et va utiliser cette dorsale technologique. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une course entre différents pays. On voit bien qu'en plus, on sort d'une période économique compliquée. Si on a un pays européen qui prend du retard, quand on va installer des usines ou certaines sociétés, on aura toujours nos petits voisins pour dire « nous, c'est déjà fait », puisqu'effectivement, chez nos voisins, c'est le cas. Donc, à ce titre-là, oui. Quelques points de repère et puis on marque une première pause et on va rentrer dans le vif du débat avec les problèmes que ça pose, la peur sur les ondes, la peur aussi sur la sécurité et l'indépendance de la France et puis des questions plus philosophiques également sur le modèle de société que nous voulons pour demain. Quelques points de repère avec vous, Nicolas Bérard, vous êtes journaliste, spécialiste du sujet, auteur d'un livre, je le disais, sur la face cachée des réseaux mobiles. Combien y a-t-il aujourd'hui d'antennes 4G déployées sur le territoire et combien y en aura-t-il demain pour la 5G ? Alors, je me tourne vers... Je ne sais pas combien il y a d'antennes exactement, je n'ai pas le chiffre en tête, mais vous allez pouvoir nous le dire. En fait, vous avez 40... Ça dépend ce que vous appelez une antenne, mais disons qu'il y a 85 000 sites mobiles aujourd'hui en France. Qui émettent des ondes. Sites qui émettent des ondes, d'accord. Exactement. 85 000. 85 000. Mais quand on dit site, on vise aussi bien une antenne sur un toit-terrasse qu'un château d'eau, qu'un pylône. Est-il vrai, parce que c'est ce que j'ai lu en préparant l'émission, que pour la 5G, il faudra 30% de plus de relais sur le territoire national ? Non, pas du tout et pas dans les prochaines années. En fait, les obligations que nous aurions à l'issue de l'attribution des fréquences, c'est de déployer 10 500 sites, 10 500 antennes d'ici 2025. Et ces 10 500 antennes vont être une reconversion des antennes 4G. On va réutiliser les antennes 4G pour mettre de la 5G dessus et diffuser en 5G en complément de la 4G. Je vous pose la question parce que c'est un point central des inquiétudes des Français et puis d'un certain nombre de maires écolos. On en parle dans quelques secondes. Faut-il avoir peur des ondes de la 5G ? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Et à 19h31, on est toujours en direct dans le grand débat du Club des idées. On parle ce soir de l'un des grands sujets de cette rentrée qui électrise. Faut-il avoir peur de la 5G ? Avec Nicolas Guérin, président de la Fédération française des télécoms, avec Nicolas Bérard, journaliste, avec Stéphane Dubreuil, spécialiste des télécoms et de l'énergie, avec Delphine Jamet qui est en direct par téléphone avec nous et qui est adjointe au maire de Bordeaux. Il s'appelle Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, et il a demandé un débat sur les dangers de la 5G. Justement, madame, vous êtes en charge du numérique pour la ville. Pourquoi avoir demandé ce moratoire et ce débat public sur l'impact sur la santé de la 5G, alors que vraisemblablement un certain nombre d'études disent l'inverse ? Alors d'abord, nous n'avons pas demandé un moratoire et faire un débat sur l'impact juste sanitaire de la 5G. Alors que demandez-vous ? Nous demandons un moratoire et un débat sur la 5G et sur tout ce qu'elle implique, en fait, au final. Donc effectivement, on n'a pas aujourd'hui de rapport indépendant sur l'impact sanitaire, ça c'est sûr. Donc, même l'ANSES le dit, et on n'a même pas le rapport de l'ANSES sur cette technologie. On va en parler, Deuxièmement, on n'a pas d'impact carbone et d'impact environnemental de cette technologie. Donc, il faut aussi attendre ce genre de rapport pour pouvoir se prononcer. Mais est-ce qu'on peut rester le petit village gaulois dans notre coin et être à la traîne des autres pays quand les Allemands, les Britanniques, les Italiens se sont déjà lancés, que la Chine compte déjà 100 millions d'abonnés, idem en Corée du Sud, idem aux États-Unis, qui a déjà commercialisé depuis avril 2019 cette 5G. Est-ce qu'on peut passer à côté de ça, nous les Français ? On ne dit pas qu'il faut passer à côté de ça, on dit qu'il faut attendre un petit peu, se poser et débattre de ces choix technologiques. Ensuite, mais voyez l'enjeu, madame, au moment où il parle de compétitivité et de réindustrialisation. Il peut y avoir, oui, mais rien n'empêche un site industriel d'implanter la 5G sur son site industriel, si vous voulez. Après, aujourd'hui, ce qu'on parle, et tout à l'heure, j'ai bien écouté votre intervenant qui disait il y aura 10 000 antennes en plus, mais finalement, pas tant que ça, parce qu'on va les mettre sur les antennes 4G. Et ce qui est vrai pour le moment. Et en plus, par contre, aujourd'hui, il manque d'antennes 4G dans des territoires ruraux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces antennes 4G. Donc là, on va en mettre plus dans ces territoires ruraux. Mais encore faut-il espérer que ça aille un jour dans ces territoires ruraux. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les expérimentations ne se font que dans des métropoles qui sont déjà bien équipées. Et donc, rien n'empêche aujourd'hui d'attendre un petit peu, de regarder. Puisque surtout, ce que je tiens à dire, c'est que nous ne sommes pas les seuls à le demander. C'est-à-dire qu'il y a aussi des opérateurs qui le demandent, ce moratoire. Vous avez des sénateurs qui demandent ce moratoire. Vous avez beaucoup de monde qui demande ce moratoire. Vous avez même la Convention citoyenne qui demande ce moratoire. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte mondial qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a un contexte mondial économique, et je l'entends, mais vous avez aussi un contexte mondial de dérèglement climatique et qui fait aujourd'hui l'unanimité à travers le monde, et donc il faut étudier ces impacts. Alors, et aujourd'hui, en Chine, on arrête les antennes la nuit parce qu'elles sont trop consommatrices d'électricité. Alors, on va en parler de l'impact environnemental, c'est un autre sujet, mais vous avez raison, c'est un sujet important aussi dans le débat. On va en parler de l'impact sanitaire avec Nicolas Bérard. Vous êtes journaliste et auteur donc de 5G Mon Amour, enquête sur la face cachée des réseaux mobiles. Votre conclusion, si j'ose dire, faut-il avoir peur des ondes et sont-elles dangereuses pour la santé ? Avoir peur des ondes, non. Il faut regarder les études scientifiques qui existent. Or, et que disent-elles, ces études ? Eh bien, sur la 5G, elles disent rien parce qu'il n'y a pas d'études. Donc, on s'apprête à déployer un réseau qui utilisera des ondes d'un genre nouveau, qui n'était pas utilisé par les réseaux précédents, et cela sans avoir la moindre idée des effets que ça peut avoir sur la santé au niveau des humains. Alors moi, j'ai été regarder une enquête de l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'au cours des 30 dernières années, il y a eu 25 000 articles scientifiques qui ont été publiés sur les ondes et qui concluent que plus les résultats de la recherche s'accumulent, plus il devient probable que l'explosion au champ électromagnétique ne représente pas du tout de graves dangers. En fait, tout dépend si on prend toutes les études ou si on prend les études qui sont financées par de l'argent public. Effectivement, les études qui sont financées par l'industrie tendent toutes à montrer qu'il n'y a aucun risque pour la santé humaine. Et c'est le propos de votre bouquin, c'est le propos de votre bouquin, parce que vous insistez vachement sur le lobby entre les pouvoirs publics et les opérateurs télécoms. Tout à fait. Et le propos de mon bouquin, en fait, c'est de mettre en avant non seulement ce risque sanitaire qu'on nous fait prendre, puisqu'il n'y a aucune étude actuellement sur ces ondes, mais de le mettre en regard, en plus, avec la société que ça crée. Quand j'entends parler de voitures autonomes, par exemple, moi, ça me fait absolument pas rêver. Quel est l'avantage d'une voiture autonome par rapport à un taxi, par exemple ? Oui. Un taxi, c'est pareil, on est conduit, on va où on veut, et par contre, une voiture autonome détruit un emploi
et consomme plus d'énergie qu'un taxi, puisque pour se conduire toute seule, elle doit être sans arrêt en train de brasser des données et d'être reliée à des antennes Mais si relais. ça peut demain révolutionner notre industrie et nous rendre plus compétitifs. Mais la compétitivité, quel modèle de société on veut en fait? Par exemple, de la même manière, quand on me dit on pourra réaliser des opérations chirurgicales à distance, Oui. on gagne peut-être en compétitivité, ok, mais est-ce que c'est Et ça en qu'on efficacité de soins veut? aussi. Non, pas en efficacité de soins. On gagne en efficacité de soins si on n'a rien d'autre à proposer. Si on recrute des infirmières, on a eu la crise du Covid. Est-ce que le personnel hospitalier réclamait la 5G de toute urgence? Non, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de blouse et ils voulaient des personnels supplémentaires. Vous savez ce que c'est? On va donner la parole à Nicolas Guérin, le président de la Fédération française des télécoms, mais une révolution, avant qu'elle arrive, on ne se rend pas forcément compte des avancées que ça peut représenter. Nicolas Guérin, sur la dangerosité des ondes, que disent vos études? Alors vous êtes évidemment un peu partie prenante, puisque vous descendez la Fédération des opérateurs télécoms. Justement, je vais faire bien attention de ne pas parler de nos études, puisqu'il n'y a pas d'études commandées et payées par les opérateurs. Donc aujourd'hui, on va installer un dispositif dont on ne connaît pas l'impact sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études. Je disais qu'il n'y a pas d'études payées par les opérateurs. En fait, aujourd'hui, il y a 31 pays qui ont lancé dans le monde la 5G. Tout autour de nous en Europe, en Espagne, en Allemagne, en Italie, la 5G a été lancée. Il y a 14 études d'agences sanitaires indépendantes qui ont conclu qu'il n'y avait aucun problème de santé avec la 5G. Et ces agences, ce sont les agences de l'Allemagne, de la Norvège, de la Finlande. On ne parle même pas des agences éventuelles chinoises ou américaines. On parle des agences européennes. 14 études. J'ai recensé 14 études. Mais est-ce que vous compreniez la défiance d'une partie des Français à qui on avait dit il y a 50 ans, le diesel, ça pollue pas, c'est la solution et il n'y a pas de problème pour la santé? On comprend tout à fait que ça questionne. Évidemment que ça questionne. L'histoire nous montre que l'industrie n'a pas toujours eu raison et que les vérités d'un jour ne sont pas forcément les vérités du lendemain. C'est vrai, mais rappelez-vous, dans les télécommunications aussi, lorsqu'on a eu la DSL, on nous disait la DSL sert à rien, l'analogique suffit. Quand on a eu la fibre, on nous a dit la DSL suffit largement, les débits sont suffisants. Quand on a eu la 1G, quand on a eu le téléphone qui faisait que de la voix, on disait ça sert à rien, il y a des cabines téléphoniques, et ainsi de suite. Stéphane Dubreuil, sur cette question de dangerosité, qu'en dites-vous, vous, en tant qu'observateur et spécialiste du secteur? Faut-il se méfier des ondes ou rien à signaler, circuler? Non, moi je ne suis pas du tout comme ça. Je fais partie des gens qui ont cette interrogation en disant, effectivement, on va dans des bornes. On ne va pas rentrer dedans, mais dans des ondes dites millimétriques, on ne sait pas trop, parce qu'elles étaient utilisées plutôt pour l'armée, les satellites. Là, on va arroser le grand public, donc on ne sait pas trop. Maintenant, là où on ne sait pas trop, vous dites quand même. On ne sait pas trop, parce qu'il n'y a pas de réseau 5G aujourd'hui, réellement. Les réseaux 5G, ils ont quelques mois. Donc moi, je veux bien entendre qu'il faut faire des études. On les a déployés. Et nous, on nous dit non, il ne faut plus les déployer, on verra plus tard. Mais donc, on se lance dans une industrie qui va. Mais on l'a fait avec la 2G, territoire. on l'a fait avec la Bluetooth, on l'a fait avec la télévision. Je vous rappelle les antennes que vous avez, les antennes râteaux que vous aviez à l'époque. Vous n'avez pas hurlé en disant attendez, on va se faire irradier la tête. Donc je trouve qu'il y a, en plus, il y a un débat là, je trouve, qui est pernicieux par le jeune homme à ma gauche. Je suis désolé de vous le dire. C'est que vous mélangez deux sujets, le sanitaire et le politique. Le sujet de la société, c'est autre chose. Et là où je vous en veux, c'est que vous mettez le problème de santé publique au milieu de ça. Ce sont deux problématiques différentes. La société, je veux bien qu'on en parle. Vous voulez dire sur le modèle de société? Exactement. Le modèle de société, c'est autre chose. Sur le sanitaire, je suis désolé aujourd'hui, il n'y a pas de preuve avérée. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de risque? Non. Je rappelle quand même que on a eu des problèmes sanitaires précédents où ils étaient classés dans la fameuse classe 2B et sont passés classe 1 plus tard, dont l'amiante. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas avéré. Par contre, quand j'entends des gens qui disent « c'est avéré, on a les preuves, on a si ça », non, ça c'est un mensonge. Alors on en parle dans quelques secondes justement de ce modèle de société, une nouvelle technologie. Est-elle forcément une avancée sociale? C'est vrai qu'on peut se poser la question. À tout de suite. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. 19h41, on est toujours en direct avec le grand débat du Club des idées. Ce soir, on parle de la 5G. Faut-il en avoir peur? On en parle avec Nicolas Guérin, président de la Fédération française des télécoms, avec Nicolas Bérard, journaliste, avec Stéphane Dubreuil, spécialiste des télécoms et de l'énergie, et avec Delphine Jamet, adjointe au maire de Bordeaux. Vous êtes en charge, madame, du numérique. Alors justement, pour terminer sur ce volet santé, une question pour vous, puisque vous réclamez un moratoire ou un débat public sur la 5G. On est en train d'évoquer, juste avant la pause dans ce débat, le fait qu'on est déjà entouré d'ondes et d'antennes relais depuis maintenant des dizaines d'années partout en France. Pourquoi pensez-vous que la 5G soit plus dangereuse pour la santé que la 4G, la 3G ou la 2G? Je n'ai pas dit que la 5G était plus dangereuse, j'ai dit exactement comme votre autre intervenant qu'on n'a pas d'études qui nous permettent de prouver le contraire en fait. Aujourd'hui c'est ça le fond du problème. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit
on reprochait à l'intervenant précédent de dire que de mêler politique avec le sujet de société et sanitaire. Et en fait, par contre, il y a un effet sanitaire du numérique et de la connexion permanente, et notamment sur les enfants. Et ça, c'est avéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société hyper connectée. La 5G va nous amener encore plus dans cette société hyper connectée. Et là, vous avez un vrai risque sanitaire, alors pas forcément lié aux ondes, mais par contre risque sanitaire sur une société qui est hyper connectée. Et aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir, se poser, discuter, savoir vers quoi, effectivement, quelle société on veut aller. Mais on peut discuter pendant des années et puis en être toujours au même point dans quelques années. Donnez-moi les études qui me disent qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a aucun impact. Et effectivement, on ne parle pas de la 26 GHz, c'est-à-dire la 5G millimétrique qui va arriver, qui n'est pas encore en place et qui va arriver et qui a non seulement on n'a aucune étude d'impact, mais en plus, là, vous avez des scientifiques qui, eux, notamment les météorologues, qui, eux, craignent des impacts négatifs sur leur modèle de météorologie. Bien. Et donc tout ça, en fait, si vous voulez, c'est un tout, la 5G, il ne faut pas le voir comme sur un sujet. Ce n'est pas un sujet uniquement sanitaire. C'est systémique comme problème. Ça impacte tout le modèle. Stéphane Dubreuil, sur l'impact écolo, je voudrais juste qu'on en dise un mot. Est-ce que c'est vrai que c'est très énergivore la 5G? Ça sera très énergivore la 5G? On va pas rentrer dans le débat technique, mais non, en fait, c'est une technologie qui est moins énergivore. Sauf que elle consommera 30 à 40% de moins à usage constant. Sauf qu'on va l'utiliser plus. Voilà. Et on va être plus donc gourmand. c'est pas un problème de la 5G, c'est un problème des utilisateurs. Oui, mais bon, ça va avec. Voilà. Donc, mais il y a eu un débat au Sénat. On veut interdire par exemple les forfaits illimités. Voilà, les politiques sont là. J'entends très bien ce que dit Madame Jamet sur la surexposition aux écrans, mais elle n'est pas liée à la 5G. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc je veux bien, j'entends, hein, et je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, ayant des enfants, voilà, je comprends. Néanmoins, il ne faut pas mettre tout sur le sac de la 5G, parce qu'on a l'impression que c'est devenu la techno. Il y a quand même des gens qui vont brûler des antennes pour dire que ça propage le coronavirus. C'est qu'on est dans un délire en ce moment, il faut le dire quand même. Hein. Il y a un moment, c'est aussi une responsabilité des politiques de remettre le débat à plat, faire un moratoire. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce qu'un moratoire, ça veut dire une suspension. On utilise la 4G jusqu'en 2025. La vraie 5G, les 26 GHz, ils arrivent en 2025. Donc pendant 5 ans, je veux bien qu'on fasse des études, je veux bien qu'on... Mais il n'y a pas de changement par rapport à aujourd'hui. Et quand j'entends ça, je sens qu'il y a des politiques, parce qu'il y a une présidentielle qui arrive, on est en train d'agiter les chiffons rouges, et ça me met hors de moi. Nicolas Guérin, est-il vrai qu'il va falloir changer tous nos smartphones pour passer à la 5G? Alors, si vous voulez passer à la 5G, effectivement, il va falloir changer votre téléphone mobile. Parce que ça, c'est une question un peu malicieuse, mais c'est un coût énergétique aussi. Oui, mais ayez déjà conscience de la réalité de la connexion de nos concitoyens. Aujourd'hui, on a 77% des Français qui ont un smartphone, d'accord? 94% l'utilisent chaque jour. 51% des connexions Internet aujourd'hui en France se font via un mobile. Et 39% via un ordinateur seulement. Et on change chaque année 20 millions de terminaux. Je ne parle pas de 5G, je parle de 4G, de 3G, etc. Donc vous dites que c'est un non-sujet, de toute façon, les Français changent de terminaux. Le vrai sujet sur lequel je reviens, que je trouve qui est excellent et qui est le bon, c'est la sobriété. C'est effectivement éduquer les populations, et c'est un travail que les opérateurs doivent faire, c'est parler avec les usagers et effectivement avoir une consommation qui est plus raisonnable. Chaque année, l'année dernière, en 2019, on a fait plus 50% de débit sur nos clients. Et plus je 50%. Précise, pour que chacun ait l'ordre de grandeur en tête, l'empreinte carbone du numérique, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. Autre point, autre inquiétude, faut-il avoir peur de l'intrusion de nos vies de cette nouvelle technologie? Ça pose la question notamment de la souveraineté nationale avec la 5G. Des domaines sensibles comme la santé et la défense seront de plus en plus connectés. Donc ça veut dire qu'une quantité colossale de données sensibles circulera, ce qui est autant de failles à exploiter pour les hackers. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Nicolas Bérard? Mais évidemment, la Commission européenne prévoit 75 milliards d'objets connectés d'ici 2025. Tout ça, c'est enregistré, ça fait du big data, ça fait de la consommation d'énergie. Et en fait, on ne peut pas, je vois mes interlocuteurs qui essayent de diviser chaque sujet. On ne peut pas. La 5G, il faut la réfléchir dans sa globalité. La santé, j'insiste, parce qu'on fait prendre un risque puisqu'on n'a pas d'études sur la santé. Donc, il y a un risque, forcément. Les effets environnementaux, ça va consommer de l'énergie, ça va susciter de l'extraction minière pour créer les smartphones, les objets connectés, etc., etc. Et ça crée un modèle de surveillance, un modèle de société avec une archi-surveillance. 70% des objets connectés dans les 3 premières années avec la 5G, ce seront des caméras de surveillance auxquelles on va bien sûr associer rapidement la reconnaissance faciale. Donc en fait, c'est vraiment un tout. Oui. Et là-dessus s'ajoute un déni démocratique
puisque les citoyens n'ont jamais été questionnés là-dessus. Alors c'est une bonne question ça. Est-ce que vous dites, monsieur, vous êtes le président de la Fédération française des télécoms, Nicolas Guérin, vous dites les citoyens l'attendent avec beaucoup d'impatience. C'est vrai qu'il n'y a pas de débat. Est-ce qu'on sait si les citoyens ont envie d'un modèle de société ultra connecté où tout va si vite, c'est-à-dire un modèle de société basé sur une forme de consumérisme d'une certaine manière? J'ai deux indicateurs pour dire qu'effectivement il y a une attente. C'est les usages que je viens de décrire, qui sont massifs, qui doublent chaque année, qui ont été multipliés par 3 depuis 2016, donc un besoin de débit de plus en plus important. C'est mon premier indicateur. Le deuxième indicateur, je suis désolé, mais c'est qu'on essaie de faire des sondages pour voir effectivement si la 5G est attendue. Et les sondages sont bons et de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'il y avait quand même 29% des Français qui disent s'en méfier. Oui, mais ils s'en méfient alors qu'ils ne l'ont pas encore vu. Oui. Quand vous faites les mêmes sondages en Roumanie ou en Pologne où la 5G est lancée, vous inversez complètement. Vous êtes à des 90% de satisfaction face à la 5G. Dans le tout connecté, il n'y a pas une forme de contrôle social de la machine sur l'humain quand même? Mais vous savez quand même qu'on est dans un pays où la réglementation est au sein d'une Europe, où la réglementation qui protège les consommateurs est quand même extrêmement développée et poussée. Aujourd'hui, vous avez les moyens, vous avez des droits à l'oubli, vous avez un droit à la déconnexion, vous avez un tas de droits qui vous sont garantis, qui vous permettent d'éviter que toutes ces données ne soient partagées. Bien, Stéphane Dubreuil, sur cette idée de contrôle social et de modèle de société, vous l'évoquiez tout à l'heure, de la 5G, est-ce que les Français ont vraiment envie de cette société-là demain? Alors, le contrôle social, c'est un terme qui est effectivement quelque chose qui est développé en Chine, effectivement, et c'est pour ça que c'est intéressant ce que vous évoquez, c'est que effectivement, on voit la deuxième puissance, voire peut-être la première en ce moment, a développé une note sociale avec de la reconnaissance faciale. Ça va même très très loin. Je ne suis pas rentré dedans, mais voilà. Effectivement, on pourrait avoir peur de l'avoir chez nous. Maintenant, effectivement, je pense qu'on a des garde-fous, la RGPD, la CNIL. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Je dis juste que je trouve assez bizarre de reporter tout sur la 5G quand on voit qu'on a des GAFA comme Facebook. Peut-être vous donnez plus de données sur Facebook que jamais on en aura sur le. Je ne sais pas, il n'y a pas d'allusion, il n'y a rien. Voilà. C'est un bon argument. Peut-être Instagram, etc. Donc je trouve ça un peu voilà. Bien, merci à tous les quatre, merci à tous les trois ici en plateau. On est obligé de s'arrêter. C'est vrai qu'il y a encore plein de choses et de questions à se poser, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques semaines et quelques mois. Merci. Dans un instant, le Club des idées se poursuit avec notre séquence Le Jour où, et on vous racontera, figurez-vous, la naissance secrète du premier iPhone. C'était en 2007. À tout de suite.